Il a le sourire radieux de ceux qui aiment la vie, de ceux qui aiment l'amour, de ceux qui aiment les autres et ne se lassent pas de leur fréquentation. Il a le ton affable, Edgar Morin, le geste, le rythme de ceux qui adorent conter, partager des histoires, des rencontres, des connaissances et même des émotions. Le mot ne lui fait pas peur. On peut être chercheur, prendre ce mot très au sérieux, y consacrer sa vie et penser après une 50aine d'ouvrages, des centaines de discours, interviews, conférences dans le monde entier, n'avoir rien fait d'autre au fond que penser sa propre vie. Inclassable Edgar Morin, sociologue, ethnologue, philosophe, éclaireur, curieux de tout et avide de brasser toutes les disciplines pour comprendre la complexité du monde et sa mise en péril. Il a eu moultes engagements, mais il fut l'un des premiers, après un séjour californien, à vouloir éveiller la conscience écologique des citoyens. Le développement conduit l'humanité vers la catastrophe. Le règne du profit n'est en fait qu'une barbarie. Il faut changer de voie, bouleverser nos rapports à l'homme, à la nature, à la science. L'humanité, insiste-t-il, tient entre ses mains les clés de son salut. On le vénère à l'étranger, on le sollicite de partout, comme si, malgré son grand âge, il restait d'avant-garde. Cela le flatte. Après tant d'années d'exploration, d'audace, de cavalier seul, il ne déteste pas les hommages. Regardez-le, au Pérou, célébré tel un gourou. Il jubile. Ce n'est pas là le moindre de ses talents. Moi, j'aime beaucoup le côté préposthume, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand on donne mon nom à quelque chose, je me dis, tiens, c'est bien. C'est comme si, mort, j'étais quand même assez vivant pour contempler ces choses. Ben, c'est rare. Alors, je jouis vivant de choses qui arrivent, qui devraient arriver après ma mort. Donc, c'est très agréable. Voilà plus d'un demi-siècle qu'Edgar Morin nous apprend à regarder le monde. Arpenteur infatigable des savoirs, il est tour à tour écrivain, philosophe, sociologue, au gré de ses réflexions. Ses livres sont traduits dans toutes les grandes langues du monde. Ce penseur est un chercheur à part, inclassable, qui revendique la condition de touche-à-tout et dont la mission pourrait se définir ainsi, relier les connaissances. Je suis chercheur, c'est-à-dire que je suis chercheur professionnellement, puisque je suis au CNRS, mais je crois l'être aussi personnellement, c'est-à-dire que je cherche, c'est-à-dire que je ne sais pas très bien ce que je vais trouver quand je cherche. Je prends très au sérieux ce terme. Alors, je cherche dans la science de l'homme, et quand on dit que j'aime pas me dire sociologue, c'est parce que pour moi, je ne vois pas très clairement où sont les frontières entre le sociologique, le psychologique, l'économique, l'historique, etc. En 1961, Edgar Morin fait figure de précurseur. Il bouscule la recherche traditionnelle, la dépoussière et invente la sociologie du présent. Il y a une enquête pluridisciplinaire dans une commune bretonne à Plozévet et on me demande si je veux intervenir dans cette recherche. J'ai dit oui, on peut faire sur la modernisation. C'était une époque où la France se transformait totalement, la France rurale, la France urbaine. Enfin, c'était un thème flou mais intéressant. Et d'autre part, je n'étais pas du tout un adepte de la sociologie officielle de l'époque qui se faisait par questionnaire. J'ai recruté une petite équipe d'étudiants et une fois sur place, j'étais fasciné par les gens, par les problèmes. Et j'y suis resté 1 an. C'était un sujet qui me convenait parce que je pouvais appliquer ma façon de voir qui est multidimensionnelle.
Une façon de voir également très intuitive. À Plosvet, Edgar Morin comprend que les rapports entre les générations changent. Les adolescents, les femmes s'émancipent. Il relie ces phénomènes. Ce travail va marquer son époque. Pour moi, oui, il a transformé un petit peu ma façon de voir et d'être. Votre façon de voir, c'est-à-dire, par exemple? Je restais ici, chez moi, je ne sortais pas. Maintenant, je sors un peu plus, je travaille, chose que je ne faisais pas avant. Ça me permet quand même d'élargir mon horizon social, si je peux dire. Il a donné une image de Plosvet assez exacte, mais il n'avait pas raconté ce qu'il a raconté. Pour moi, c'était un abus de confiance, puisqu'il n'avait pas prévenu qu'il allait éditer un livre sur l'enquête qu'il faisait. Le livre est sorti en 67. Et à ce moment-là, bon, il y a eu une cabale contre moi. J'ai tout de suite faut réagir, j'ai tout de suite demandé, non pas un blâme, mais des félicitations. Et j'avais commencé une lutte pour mon honneur, et qui a été interrompue parce que éclatent les événements de mai 68. Dès le début des années 60, Edgar Morin pressent dans les grands rassemblements de rock'n'roll le formidable ferment d'une jeunesse en révolte qui aboutira à mai 68. Motivé par son envie de comprendre avant les autres ce qui se passe, il aime poser des diagnostics. Il y a eu, en 63, la Nuit de la Nation. La radio Europe numéro 1 avait convoqué à la Nation les jeunes, les adolescents, et brusquement, au cours de cette fête, quelques jeunes ont commencé par être des casseurs, renverser des voitures, arracher les grilles des arbres. Alors, ahurissement total. Je me suis mis qu'il fallait penser qu'il y avait une aspiration de l'adolescence qui fallait se trouver exprimée à travers le rock et qui se formait peut-être presque non pas une classe sociale, mais l'adolescence en tant que telle, entre le cocon de l'enfance et l'intégration dans le monde adulte, qui exprimait des besoins, des aspirations que déjà dans le passé avaient exprimé des poètes comme Rimbaud, tout ça. Mais j'ai continué à m'intéresser au phénomène adolescent. Et c'est pour ça que quand il y a eu le mai 68, il se trouve que Henri Lefebvre, qui était prof à Nanterre, il me demande de le remplacer pendant un mois. Je vais à Nanterre, qui à l'époque était un chantier absolument incroyable. Contre la poésie aragonesque, demandez rupture, revue d'action surréaliste. Je vois une agitation. Je vois un rouquin sur les marches de la faculté tenir des propos qui me semblent très bizarres. Ce rouquin, c'était Danny Cohn-Bendit. Et puis, je vais faire mon cours. Là-dessus, des types disent grève, grève, grève. Alors moi, je dis, écoutez, si vous voulez faire de la grève, allez-y, veuillez voter. Alors, il y a un vote et une majorité ne veut pas faire la grève. À ce moment-là, je dis, je fais mon cours. À ce moment-là, les types, les enragés qui voulaient faire grève, me disent, Morin flic, Morin flic. Et là-dessus, ils éteignent la lumière. Ce qui fait que dans cet amphithéâtre où il n'y avait pas de fenêtre, tout est suspendu. Alors, j'avais donc cette expérience un peu bizarre. Et dès qu'il y a eu la première occupation, j'y étais. J'étais un des rares, parce que la presse n'avait aucune antenne dans ce qui se passait dans ces milieux juvéniles. D'ailleurs, ça m'a tout de suite enthousiasmé, parce qu'au début, ça vient le 68 à ses débuts, qui est un mouvement profondément libertaire. Ces analyses à chaud sur les révoltes adolescentes de mai 68 sont le fruit d'un enthousiasme et d'une immense curiosité. En pionnier, Edgar Morin observe la métamorphose du monde et scrute l'esprit du temps. Un an plus tard, il s'envole vers l'Amérique et la Californie, à la découverte de ce bouillon culturel de la fin des années 60. C'est quelque chose qui a été très importante, intellectuellement et existentiellement aussi. Parce que c'est une époque, en Californie, c'était les derniers temps de ce qu'on appelle la contre-culture juvénile, ce qu'on appelait les hippies. C'est
Ils avaient vraiment une aspiration pour vouloir changer la vie. Ils se rendaient compte que la vie que menaient leurs parents, surtout quand c'était des familles aisées à l'américaine, avec tout le confort matériel, les télévisions, les voitures, ça ne donnait pas le bonheur. Ils avaient besoin d'autre chose. Plus de communauté, plus de liberté, c'était ça. Et alors il y avait des rassemblements, des parkings par milliers, il y avait des concerts de rock, il y avait une sorte d'extase collective. Donc j'étais témoin, j'étais présent dans cette chose. Bon, est-ce que ça représente l'œuvre d'un sociologue? J'ai pas tellement l'impression. Ben, vous savez, pour moi, il m'est difficile de découper une partie sociologique, une partie personnelle. Alors, le journal de Californie, c'est avant tout l'œuvre de quelqu'un. L'œuvre de quelqu'un qui écrit « Ma propre vie nourrit ma pensée, qui en retour la porte et la fortifie ». Son journal, devenu un classique, est le reflet de cette idée forte, celle qu'un homme puisse penser à partir de sa vie. Mai 68 et la Californie m'ont encouragé fortement à tenir à être moi-même. Il ne faut ni hypostasier, isoler le problème écologique, ni aussitôt le réduire. Et comment le réduit-on? Il y a une première réduction que j'appellerais la réduction technocratique ou technologistique, qui consiste à le réduire à une série de pollutions, chacune bien classée, bien diversifiée. Là aussi, c'est la Californie, parce que j'étais un peu dans ce bain, parmi les premiers à être conscient de ce problème. J'ai fait un rapport où je montrais que le problème de l'énergie, c'est pas seulement les économies d'énergie qu'il faut faire, mais qu'il faut changer notre mode de vie et viser non plus désormais le toujours plus, mais le toujours mieux. Bon. Et quand le président Chirac veut organiser une conférence internationale, à ce moment-là, moi invité, j'ai fait photocopier mon texte, l'an 1 de l'écologie, vieux de 1972, pour le distribuer aux autres membres. Alors, ce problème écologique nous amène à une repensée profonde de la politique et de l'action. Edgar Morin est connu dans le monde entier, aussi bien en Asie qu'en Amérique latine. Au Mexique, une université porte son nom. Au Pérou, sa pensée est enseignée dans plusieurs centres d'études. El ecólogo que estudia los ecosistemas, es decir, la organización natural que se crea a partir de las interacciones entre los vegetales, los animales, los unicelulares, el ambiente físico, químico, meteorológico et autres. Todo se crea un sistema de organización espontánea, necesita de llamar la competencia de todas las ciencias mencionadas. Moi, je parle le fritagnol, c'est-à-dire une langue latine qui est faite du mélange de français, italien, espagnol. Évidemment, quand je suis dans un pays de langue espagnole, il y a plus de mots espagnols que de mots italiens, mais dans un pays de langue italienne, j'ai des mots espagnols qui sont mêlés aux mots italiens. Ici, on sent une aspiration chez certains intellectuels universitaires qui ont fait l'expérience d'abord des anciennes dictatures qui ne sont pas toutes mortes, qui ont fait l'expérience de la solution ou de la pseudo-solution marxo-communiste, qui font l'expérience maintenant de ce libéralisme économique déchaîné dont il y a une recherche. Et je pense que c'est ça qui se passe entre moi et eux, du moins ceux qui viennent me retrouver, parce que moi je rencontre ceux qui me cherchent. California tiene un diario, Orleans tiene un rumor, el hombre tiene el temor, es el hombre imaginario, por eso es que en este horario